Est-ce que vous connaissez l'axe historique de Paris? Il s'agit d'une ligne imaginaire qui traverse la capitale et qui relie certains de ses monuments les plus emblématiques. L'axe commence à la statue de Louis XIV dans la cour du Louvre, passe par les jardins des Tuileries, franchit la place de la Concorde, les Champs-Élysées et culmine à l'Arc de Triomphe. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de l'Arc de Triomphe, à l'ouest de Paris, cette trajectoire se prolonge jusqu'au célèbre quartier d'affaires de La Défense. Là-bas, l'axe historique semble appeler une conclusion, un symbole puissant pour clore cette ligne. C'est ainsi qu'a germé l'idée de construire un monument imposant et moderne, à l'image de la société contemporaine, la Grande Arche de la Défense. L'idée de marquer l'axe historique de Paris par un monument ne date pas d'hier. Dès les années 70, le président Pompidou envisage déjà d'ajouter une œuvre architecturale qui clôturerait cet axe emblématique. Parmi les projets envisagés à l'époque, on retrouve le diapason de Léo Ming-pei ou encore la tour-lumière cybernétique de Nicolas Schoeffer. Sous Valéry Giscard d'Estaing, l'ambition de réaliser un monument à la Défense persiste, mais là encore, les contraintes économiques et la prudence politique freinent les initiatives. C'est finalement François Mitterrand qui donnera vie à ce projet dans le cadre de ses grands travaux. Le 8 mars 1982, le président lance un programme de grandes opérations d'architecture et d'urbanisme. Au cœur de ce projet se trouve la Tête Défense, un futur centre international de la communication qui accueillera également deux ministères, ceux de l'urbanisme et du logement, ainsi que l'environnement. Peu de temps après, Roger Quilliot, ministre de l'Urbanisme, et Robert Lion, directeur de la Caisse des dépôts et consignations, un investisseur public, annoncent l'ouverture d'un concours international d'architecture. Les architectes ont jusqu'au 1er mars 1983 pour soumettre leurs propositions. Un mois plus tard, ça y est. Le jury annonce qu'il a sélectionné 4 projets parmi les 424 soumis qui seront présentés à Mitterrand à la fin du mois. Le premier est conçu par les architectes français Jean-Paul Viguier et Jean-François Gaudry. Il se veut être un symbole de la communication moderne, avec un écran géant de 84 mètres, projetant des images, de la lumière et des informations sur la façade. Le deuxième, proposé par les Canadiens George Bouck et James Krang, consiste en un monument triangulaire aligné sur l'axe historique de Paris. Il offre une terrasse publique et prévoit en plus des ministères et du centre de la communication, des logements et des commerces. Le troisième projet, signé Jean Nouvel et Pierre Soria, est un bâtiment sous forme de grille, avec à l'intérieur mezzanine, fauteuils et bars, encourageant le public à consulter la presse. À 150 mètres de haut, il devait être visible depuis l'Arc de Triomphe. Enfin, le quatrième projet est une simple esquisse, qui n'a ni le fini, ni la technicité des autres. Le projet est signé par un architecte danois quasi inconnu en France, Johan Otto von Spreckelsen. La simplicité de ce cube évidé, ses faces biseautées vierges de fenêtres, ses nuages intérieurs de verre tissé, ses ascenseurs défiant le vide, attirent irrémédiablement les regards. Le 25 mai 1983, le président a fait son choix. Il retient le projet du cube de Spreckelsen. Pour le jury, c'était une évidence, mais pour le public, c'est un choc. Le Danois a en effet relativement peu construit. Sa maison dans les années 1950 et 4 églises, le tout au Danemark. François Mitterrand dira de ce projet qu'il est remarquable par sa pureté, par la force avec laquelle il pose un nouveau jalon sur l'axe historique de Paris, et par son ouverture. L'opération Tête Défense est lancée, et la construction de la Grande Arche s'apprête à devenir le plus formidable challenge jamais rencontré pour la réalisation d'un ouvrage de bâtiment. La maîtrise d'œuvre, qui avait réussi une prouesse architecturale, voulait réaliser une prouesse de qualité et de précision. Mais très rapidement, Spreckelsen se heurte aux nombreux défis techniques. Fondamentalement artiste, il est aussi un homme du Nord, réservé, raide, taciturne, rigoureux, il a l'habitude de travailler seul et de tout contrôler. Peu à peu, l'euphorie du départ va se transformer en cauchemar. Spreckelsen n'est pas armé pour résoudre la complexité technique d'un tel projet, ni pour comprendre les méandres français, qu'ils soient politiques, administratifs ou économiques. Pour y remédier, l'architecte danois confie la responsabilité de la construction à Paul Andreu, architecte-ingénieur en chef d'Aéroports de Paris, au fait des contraintes techniques et des arcanes labyrinthiques de l'administration française. En juillet 1985, François Mitterrand pose la première pierre de la Grande Arche de la Défense et les travaux débutent, conduits par l'entreprise Bouygues. Environ 1000 ouvriers et 150 ingénieurs contribuent à la réalisation du monument. Petit à petit, Spreckelsen se retrouve dépassé par la complexité du chantier. Ces difficultés n'ont fait que s'accentuer avec les exigences budgétaires et les délais stricts fixés par l'État français. L'Arche doit absolument être prête pour le bicentenaire de la Révolution française en 1989. L'architecte danois, qui n'a pas l'expérience pour naviguer dans cette pression, voit son projet être modifié à plusieurs reprises pour respecter ces contraintes. Les tensions entre lui et les équipes techniques s'intensifient. Spreckelsen s'insurge, refuse toute altération et s'indigne des ajustements. En parallèle, François Mitterrand perd les élections législatives et doit désormais entrer en cohabitation avec Jacques Chirac. Ce dernier remet en question le caractère public du bâtiment et supprime le carrefour international de la communication auquel Spreckelsen tenait tant.
Finalement, frustré devant la dénaturation de son projet et les revirements du monde politique français, le Danois se retire en 1986, laissant la réalisation de l'ouvrage à Pelandreux. Peu après, Spreckelsen tombe malade et meurt 6 mois plus tard en 1987, après avoir démissionné d'un chantier qui était pourtant l'œuvre de sa vie. À mesure que le chantier de la Grande Arche progresse, il devient un véritable phénomène. Le projet gagne en notoriété, attirant de plus en plus l'attention médiatique et politique. François Mitterrand multiplie les visites, tout comme le ministre de la Culture François Léotard. Même le Premier ministre Jacques Chirac se rend sur place, accompagné d'Edgar Faure, président de la mission interministérielle pour le bicentenaire de la Révolution. Ces visites d'hommes d'État renforcent l'effervescence autour du chantier, accentuant l'attente et l'enthousiasme du public pour ce monument ambitieux. 1989 marque le bicentenaire de la Révolution française. À cette occasion, 3 des grands travaux initiés par Mitterrand sont achevés et inaugurés. L'Opéra Bastille en janvier, la pyramide du Louvre en mars, et enfin la Grande Arche de la Défense. Lors du traditionnel défilé militaire du 14 juillet, les Alpha Jets de la patrouille de France survolent l'Arche de la Défense, traçant dans le ciel les couleurs du drapeau français, avant de rejoindre la place de la Concorde. Le lendemain, Paris accueille le G7 au sommet de la Grande Arche. Il réunit Ciriaco de Mita d'Italie, Margaret Thatcher du Royaume-Uni, George Bush des États-Unis, François Mitterrand, Helmut Kohl d'Allemagne de l'Ouest, Brian Mulroney du Canada et Sosuke Ono du Japon. C'est donc un coup diplomatique très fort pour la France, qui se présente au monde sous une apparence moderne. Le public, quant à lui, devra attendre le 26 août pour accéder à l'arche. Très vite, le toit de la Grande Arche se remplira de touristes du monde entier, venus admirer la vue panoramique sur Paris qu'elle offre. On ne le sait pas forcément si on n'y est pas entré, mais la Grande Arche de la Défense n'est pas seulement un monument, elle est aussi un lieu de travail. On y trouve plus de 80 000 m² de bureaux, des instituts de formation aux nouvelles technologies numériques, des incubateurs de start-up et des écoles supérieures réparties sur plusieurs niveaux. Ces usages actuels de l'arche s'éloignent donc considérablement de l'ambition initiale du monument et de son carrefour international de la communication. Cela s'explique en grande partie par des contraintes budgétaires et un manque de clarté sur la finalité du projet. Beaucoup, au sein de la majorité gouvernementale, ne percevaient pas l'importance de ce projet, d'autant plus qu'il entrait en concurrence avec d'autres initiatives déjà en cours, comme la Cité des Sciences de la Villette ou l'Institut National de la Communication Audiovisuelle. Ces raisons ont donc poussé à la réorientation de l'arche vers des usages plus pragmatiques, comme l'accueil du bureau et d'entreprises, symbolisant ainsi le passage d'une ambition publique à une logique privée et économique. La Grande Arche de la Défense est bien plus qu'un simple monument. Elle incarne une interaction complexe entre dynamiques politiques, économiques et techniques. Sa réalisation a nécessité une vision audacieuse portée par Spreckelsen, couplée à l'expérience de Pelandreux et à l'expertise d'une multitude de professionnels. Ce projet colossal a été le reflet des rivalités politiques de l'époque, chaque camp cherchant à façonner le symbole de la modernité selon ses propres valeurs. En tant qu'emblème de la politique culturelle de François Mitterrand, la Grande Arche aspire à ancrer la France dans un nouveau siècle, tout en respectant son riche héritage architectural. Aujourd'hui, alors qu'elle a évolué vers des fonctions économiques et privées, elle reste un symbole de l'ambition nationale et un témoin des transformations sociales et urbaines. La Grande Arche questionne ainsi notre rapport à l'espace public, nous invitant à réfléchir sur l'équilibre entre héritage culturel et adaptation aux réalités contemporaines.